Bonjour, bienvenue sur République Haïti, le média. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Gallo. Laurent Gallo, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le Chief Data Officer d'Ariane Group. Alors, Ariane Group, on connaît bien la fusée Ariane, mais Ariane Group, c'est quoi et comment ça s'insère dans ce paysage de l'espace? Alors, Ariane Group est une société qui a été créée en 2016 et qui est le fruit d'une intégration verticale entre différents acteurs qui construisaient et qui construisent toujours des lanceurs spatiaux. Donc, c'est une espèce de filiale commune entre Safran et Airbus, hein. Donc, Ariane Group, c'est le nom de l'entreprise qui est le fruit de cette fusion et est rattaché sous forme de filiale à un certain nombre d'entreprises sous Ariane Group. Donc, par exemple, Ariane Espace, qui est donc l'opérateur de commercialisation des fusées Ariane 6. Mais on a également d'autres filiales, comme Sodern, qui fabrique des composants, des viseurs d'étoiles. On a différentes filiales rattachées sous Ariane Group. Donc, en gros, si j'ai un satellite à lancer, je vais voir Ariane Espace C'est ça. qui va opérer une Ariane qui va être construite par Ariane Group. C'est ça. Donc Ariane Espace va nous acheter une Ariane 6. Ariane Group va la construire, va la transporter jusqu'à Kourou sur le pas de tir par morceaux, va être intégrée globalement là-bas à Kourou et va ensuite être prête à lancer. Le pas de tir est également sous responsabilité d'Ariane Group maintenant, mais l'ensemble du centre spatial guyanais est sous l'égide du CNES. D'accord. Donc, quand on lance une fusée depuis Kourou, il y a tous les acteurs qui travaillent ensemble, à savoir le CNES, Ariane Espace, Ariane Group, pour faire que le vol soit une réussite. Très bien. Alors, donc vous êtes Chief Data Officer de Ariane Group. Alors du coup, comment ça s'organise la data? C'est rattaché à l'IT? C'est à côté? Comment ça marche? Alors non, la data est rattachée à la transformation et à la digitalisation. L'IT est une des composantes de la transformation, donc ce sont mes collègues qui sont dans l'IT. Donc la data est représentée par un data office central qui est composé d'une trentaine, quarantaine de personnes. Et ensuite, dans chaque processus de l'entreprise, donc les RH, l'ingénierie, la production, etc., on a un data officer par processus. Et associé à ce data officer, on a une sous-organisation data pour faire le travail orienté data, BI et IA. Okay. Donc, on a une entité transverse au service de tous et des relais dans chacun des processus. Alors, donc, toutes ces données, ça va être quoi? Alors, il y a des données classiques, hein, parce que quand vous travaillez pour la DRH, c'est les données de personnel, je présume. Mhm. Il doit y avoir un petit peu de CRM, même si votre nombre de clients est relativement limité. Mhm. Mais est-ce qu'il y a des données un petit peu particulières, on va dire? Alors, on a des données dans chacun des processus, comme dans toutes les entreprises. Ce qui fait un peu notre originalité, c'est la sensibilité de ces données, on y reviendra tout à l'heure, et le volume des données, puisqu'effectivement, à chaque tir d'une Ariane 6, on récupère l'ensemble des données des vols pour ensuite les post-traiter, les exploiter. Bon, donc voilà, Et c'est beaucoup de données? on a des volumes importants, oui, c'est plusieurs gigas, voire téra à chaque lancement. Donc on a ce problème de récupérer les données qui sont captées depuis Kourou, les rapatrier en métropole et ensuite les traiter. Mais ça, c'est une spécificité parmi d'autres, hein. On a de la diversité des données, comme dans toutes les entreprises, données structurées, hein, à partir de nos systèmes du core IT, comme SAP, les PLM, etc., mais aussi des données non structurées, et de plus en plus, hein, avec les documents, les vidéos, etc. Alors justement, comment vous faites pour traiter ces données? Parce que bon, si c'est un petit peu sensible et on va y revenir à la fin de cette vidéo, mais je présume que vous n'allez pas coller ça dans un espace sur Google ou Azure. Donc comment vous faites? Quelles infrastructures vous utilisez? Et derrière, quels outils vous utilisez pour traiter tout cela? Alors, la majorité de nos infrastructures sont ce qu'on appelle on-premise, hein, c'est-à-dire on stocke l'ensemble des données sur des serveurs et des médias internalisés. On essaye d'aller, quand c'est possible, sur de la donnée non sensible,
dans des clouds, et des clouds de confiance de plus en plus. Et l'objectif, c'est d'hybrider tout ça en ayant confiance dans les données qu'on manipule. Et avoir confiance dans les données, c'est un véritable enjeu de transformation, puisque c'est à chacun à traiter de la confidentialité, et c'est donc à chacun de savoir où on peut traiter et stocker la donnée. Et donc, on a mis en place un gros projet de transformation sur la classification des données l'an dernier, et qui est maintenant opérant et qui nous permet d'étiqueter chaque donnée, qu'elle soit structurée ou non structurée, de façon à ce qu'on sache ce qu'on peut faire avec cette donnée. Y compris le cas échéant, la sortir ou ne pas la sortir. Exactement. Et par exemple, donc, vous avez des données qui sont confidentielles mais classiques, comme les données de personnel ou des données de CRM, et puis des données plus scientifiques, techniques, qui là sont beaucoup plus sensibles. Oui et non. On a cette ségrégation qui est compliquée, hein, puisqu'on a de la donnée qu'on produit nous-mêmes, Ariane Group. Donc, on a classifié en 4 niveaux, hein, Green, Amber, Amber Streak et Red. Mais on a également d'autres dimensions, hein. On a une dimension d'export contrôle, puisqu'on est soumis à des réglementations de différentes entités étatiques qui nous empêchent de divulguer toute donnée, sauf accord écrit par un tiers de confiance. Donc on a cette dynamique export contrôle qu'il faut gérer au niveau de chaque donnée. Et enfin, on est également soumis à des contraintes réglementaires de nos clients comme la DGA, le ministère des Armées, puisqu'on ne fait pas que des Ariane 6 chez Ariane Group, hein. On fait également des missiles de dissuasion stratégique nucléaire qu'on embarque dans les sous-marins lanceurs d'engins à Brest. Et on produit également des composants de systèmes spatiaux qu'on vend un peu partout dans le monde entier. Notamment dans la dernière mission d'Artemis 2 de la NASA, on a contribué à réaliser un certain nombre d'équipements, de sous-ensembles, qui sont donc là aussi soumis à des règles de contrôle drastiques concernant les données qui sont associées. Alors, donc tout on-premise, mais techniquement, ça va être quoi? Ça va être des bases de données non SQL, ça va être quoi? Alors on a un peu de tout. On a de la donnée dans un SAP, par exemple, qu'on va structurer sous forme de table classique. On va ensuite exporter dans des data warehouse pour pouvoir ensuite les valoriser à travers de la BI ou de l'IA. On a de la donnée hyper structurée et hiérarchique, comme dans les PLM. Donc, le PLM va nous décomposer la structure d'une Ariane 6 en systèmes, sous-systèmes, composants, éléments, etc. Et avec une gestion de configuration qui évolue régulièrement, puisqu'on fait des évolutions en permanence. Donc là aussi, un effort de gestion de configuration très important. Et puis après, on a de la donnée documentaire qu'on structure dans des bases, dans des GED classiques, du SharePoint, etc. Et on a également plein de systèmes hétérogènes qui sont dus au poids de l'histoire, je dirais. On a un nombre déraisonnable d'applicatifs compte tenu de la taille de notre entreprise. Alors, donc toute cette donnée, vous la traitez, vous la malaxez, vous la collectez, vous faites des tas de choses avec, mais alors vous faites quoi exactement? Alors d'abord, on l'utilise. Donc la donnée, elle sert à faire tourner la boîte, hein, donc pour les achats, pour la supply, pour la production. Donc ça, c'est l'utilisation basique de la donnée, ce qui fait d'ailleurs que les problèmes de qualité de données doivent également servir à gérer l'activité au quotidien. Donc si la donnée n'est pas de qualité, l'activité au quotidien ne peut pas être correcte. Donc les prises de décision ne sont pas forcément correctes, etc. Alors ensuite, on valorise la donnée. Donc la donnée, on va la valoriser de deux façons, à travers des processus de business intelligence, hein, ce qu'on appelle la BI, et de plus en plus en self-BI, qui vont donc permettre de générer des indicateurs, des rapports à tous les niveaux de la boîte, hein. Donc on génère plus de 3600 rapports toutes les nuits et qui adressent plus de 2000 personnes dans l'entreprise, à tous les niveaux, en France et en Allemagne. Donc ça, c'est une activité qui est extrêmement intéressante et qui permet
de prendre des bonnes décisions à tous les niveaux de l'entreprise. La deuxième activité de valorisation de la donnée, elle est connue, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est la question que j'allais vous Et on poser va y après. arriver. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais vous, vous êtes quand même une société technologique par essence. Enfin, bon, l'intelligence naturelle, vous l'avez déjà beaucoup. Donc, est-ce que vous avez encore besoin d'intelligence artificielle? Et oui, on a besoin de se faire aider, de se faire assister, hein, puisque les assistants bien nommés permettent de faire de l'augmentation de productivité et on en a besoin. On en a besoin pour réduire nos coûts et accélérer nos phases de transformation. Mais Donc, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi? Ça va être de travailler, par exemple, sur ces fameuses données de lancement, sur la documentation, de faire des résumés, de faire des traductions? alors, on utilise effectivement tout ce genre de micro-aide à la productivité, hein, les résumés, les traductions, les productions de synthèse, etc. On fait tout ça on-prem, bien sûr. Mais on utilise aussi l'IA de façon plus classique dans notre secteur pour faire de la détection d'anomalies dans des données de vol. Donc, on arrive à corréler les différentes données et voir qu'un vol s'est bien ou mal passé. Donc, en général, très bien. On fait également de la maintenance prédictive, puisqu'on arrive à instrumenter nos parcs de machines industrielles, d'en extraire les données et de faire de la maintenance prédictive assez classiquement. On fait également de la gestion de ce qu'on appelle les non-conformités. Donc, les non-conformités, c'est un résultat qui n'est pas conforme par essence au résultat qui était attendu. Donc ça peut être un problème d'usinage, un problème de peinture, un problème de dimensionnement ou un problème venant d'un de nos sous-traitants, hein, une non-conformité d'un produit qu'on a acheté. On génère plusieurs milliers de non-conformités par an, ce qui est plusieurs dizaines de milliers, ce qui représente donc un coût extrêmement important. Oui, parce qu'il faut recommencer dans ces Il faut cas-là. recommencer, voilà. Il faut recommencer, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Ce qui fait que une des batailles qu'on mène actuellement, c'est bien la diminution et la gestion des non-conformités grâce à l'IA. Donc C'est-à-dire que le l'IA, but du jeu, c'est qu'il y ait plus de pièces défectueuses produites. alors ça c'est le but ultime, effectivement. On va d'abord chercher, dès qu'on a une nouvelle non-conformité, à essayer de retrouver, par similarité, une non-conformité du passé. Et ça arrive souvent. Donc l'IA va nous aider en quelques secondes de dire bah, ce cas-là, on l'a déjà trouvé et regardez toutes les actions qu'on a menées pour gérer cette non-conformité, et y compris les actions correctrices, etc. Bon, ça, c'est déjà une aide précieuse puisque avant, c'est l'homme dans la boucle, comme on dit, qui cherchait manuellement à savoir comment on pouvait traiter cette non-conformité. Le deuxième aspect, c'est qu'on peut aussi traiter des clusters de non-conformité similaires et retrouver les causes racines qui ont permis de produire ces non-conformités. Et en s'attaquant aux causes racines, eh bien, on réduit naturellement le nombre de non-conformités à venir. Très bien. Voilà, donc l'IA est extrêmement précieuse pour faire ça. Ça, c'est un exemple très industriel de tout ce que peut faire l'IA. Oui, parce que pour le coup, vous, vous êtes avant tout une entreprise Et industrielle. oui. Alors, le point qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais là on va vraiment en parler, c'est donc cette question de la sécurité, de la résilience, parce que, et puis bien évidemment ce qui va avec la confidentialité, parce que évidemment vous avez des concurrents un peu partout dans le monde qui ne sont pas forcément des anges, même s'ils sont censés parfois être nos alliés. Comment vous garantissez cette conformité-là, cette conformité à des règles de sécurité, à des règles de confidentialité très strictes? Alors, on a plusieurs axes qui permettent d'être conformes à nos engagements pris à nos autorités de tutelle, hein. Bon, d'abord, on a une équipe de cybersécurité extrêmement performante qui a un droit de regard très affûté sur tout ce qu'on fait, hein, depuis la production d'une donnée jusqu'à son traitement, jusqu'à son exploitation. Donc, eux-mêmes deviennent des spécialistes et de la data et de l'IA et de la BI. Et donc, ils ont une vision de bout en bout.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a lancé ce programme de data classification qui donc nous permet de savoir de quoi on parle quand on traite une donnée. Voilà. Et puis, on a également un certain nombre de réseaux qui sont très ségrégés. Donc, on a au moins 5 ou 6 réseaux différents qui permettent de traiter la donnée au bon endroit dans chaque réseau. Et ce qui nous oblige, par contre, à dupliquer nos applicatifs un peu partout dans chaque réseau, puisque chaque réseau est étanche, hein, et ségrégué. Voilà. Donc, on a ces différents niveaux de bastions, de protection, qui nous permettent d'être conformes et de traiter la menace potentielle. Alors effectivement, l'IA apporte de nouvelles menaces, hein, qu'on prend en compte également, notamment avec l'IA générative qui peut amener des surprises, comme on dit, parfois non intentionnelles, mais parfois aussi intentionnelles. Donc on mène des tests, ce qu'on appelle des pen tests, hein, qui nous permettent de vérifier que nos solutions sont sécurisées, parce que la menace peut venir de l'intérieur également, hein, pas forcément de l'extérieur. Alors la dimension cloud, c'est un sujet qu'on regarde de très près. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus d'éditeurs logiciels abandonnent le on-premise, pour des raisons de taille de marché, j'imagine. Donc, il est clair que le go-to-cloud est un enjeu important pour nous, à double titre, pour être toujours équipé des meilleures solutions possibles, hein, du moment, mais également de tenir compte de nos enjeux cyber, comme j'ai évoqué juste avant. Donc, les notions de cloud de confiance qui commencent à arriver sur le marché et qui ont tardé à arriver, hein, parce qu'on en parle depuis plus de 10 ans, nous intéresse particulièrement. Donc des solutions de type sens, Ça. bleu, etc. Exactement. Sachant qu'on restera de toute façon dans un mode hybride, puisque un certain nombre de données ne seront pas possiblement encore à mettre dans le cloud. Donc on gardera cette dualité assez longtemps, malheureusement encore. Très bien. Alors, il y a quand même un aspect qui est important, c'est vous êtes une entreprise d'avenir, vous êtes sur des technologies pointues, et donc, bon, il y a des défis qui sont des défis spatiaux à relever, mais est-ce qu'il y a des défis au niveau de la data? Alors oui, il y en a et il y en aura toujours, puisque j'ai fait un historique là, de la data depuis les années 90 jusqu'à maintenant, et on en est à la data 4.0 là maintenant. Bon, on est dans du marketing, mais néanmoins, il y a quand même des tendances et des phases qui font que le domaine de la data évolue forcément. Donc c'est ce qu'on appelle une never-ending story. Mais les évolutions qu'on souhaite amener chez nous, c'est de libérer davantage la donnée, tout en ayant confiance, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, libérer la donnée, c'est aller vers probablement une architecture de type data mesh qui permettra à chaque bulle métier d'avoir une meilleure autonomie à la fois de la production de leurs données, de leur exploitation locale, de leur qualité, hein, puisque les data products qui sont publiés par chaque bulle devront être de qualité, en confiance, bien classifiés, avec des bons droits d'accès. Donc tout ça, ça permettra de décentraliser un peu la gestion de la donnée, tout en renforçant la gouvernance globale. Donc une gouvernance fédérée, mais surtout une gouvernance appliquée dans chacune des bulles. Voilà, donc ça c'est une transformation organisationnelle, hein, au-delà de la technologie qui nécessitera d'accompagner ce data mesh. Mais je pense que c'est une évolution court, moyen terme qui sera nécessaire et qui permettra en plus de valoriser davantage la donnée et d'avoir une dynamique vertueuse et positive. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Gallo. Et je vous en prie, merci à vous. Et il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt sur République Haïti, le média. Au revoir.